Alors nous voilà arrivés à la dernière intervention de la journée, donc toujours dans l'éthique du soin. Pascal Molinier, professeur de psychologie sociale à l'université Paris 13, Paris Villetaneuse, intervient donc sur le thème qui a fait l'objet d'un ouvrage de sa part, Travail et éthique du care, dont le terrain est un EHPAD. Donc le titre de son intervention reprend le titre de cet ouvrage. Voilà, je suis content de vous donner la parole. Merci. Bonsoir. Alors, bon, je vais quand même essayer de rester assez proche de mon papier conducteur parce qu'il faut quand même qu'on arrive à aller vite et qu'il y ait du temps pour la discussion. Donc voilà. Donc si tout travail, qu'il soit de soins ou pas de soins, relève d'une intentionnalité, on y met quelque chose. Et ça, par définition, c'est pas visible. Mais la plupart du temps, le travail se matérialise quand même dans un objet qui lui donne une forme reconnaissable, une forme durable, de chaise, de voiture, de livre, ou même de consommables plus volatiles, un repas, une composition florale, etc. Alors, si on caractérise le travail du care par rapport à l'ensemble des activités, celui-ci se traduit avant tout par une attention portée aux besoins d'autrui, attention souvent marquée par la discrétion de son expression ou par son adéquation sans plus, pour paraphraser le psychanalyste Winnicott et sa mère good enough, vous savez, suffisamment bonne. Voilà, donc cette invisibilité, cette discrétion, cette adéquation sans plus accroît l'invisibilité de ce travail du care et rend particulièrement difficile à la fois son analyse et en même temps son évaluation. Alors j'avais, il y a quelques années, utilisé le concept de savoir-faire discret pour essayer justement de problématiser tout un pan d'un travail peu visible qui est avant tout un travail d'anticipation. Dans le travail de soins au quotidien, il est mieux de tendre le verre d'eau souvent avant que la personne n'en fasse la demande, c'est-à-dire juste avant que la soif ne devienne insupportable. Oui, mais si vous donnez à boire avant la soif, eh bien, d'une certaine manière, vous effacez votre geste en même temps que vous anticipez le besoin de l'autre. C'est un travail aussi de délicatesse ou de tact. Par exemple, on ne va pas dire à un parent qui vient chercher son enfant à la crèche que celui-ci vient d'y faire ses premiers pas pour ne pas gâcher l'événement. Donc cet enfant fera donc plusieurs fois ses premiers pas. Ou encore, c'est un travail d'abstention. On va laisser faire l'autre, on va laisser faire l'enfant, on va laisser faire la personne dépendante en ne se substituant pas à ses capacités. Et ce ne pas faire, qui demande un effort d'ailleurs, parce que souvent ça va plus vite de faire, ce ne pas faire, c'est également un travail, mais un travail discret. Voilà. Alors, par ailleurs, ce travail d'attention, ce travail de care, ce travail qui se soucie finalement de ce dont l'autre pourrait avoir besoin, il désigne aussi la capacité à laisser un espace qui ne soit pas trop normé. Ça va paraître bizarre peut-être, mais peut-être pas. Il ne faut pas que ça soit trop propre, il ne faut pas que ça soit trop parfait, pour laisser aussi respirer ceux dont on s'occupe et ne pas susciter un vécu de persécution parce que la psychiatre Hélène Chéniaud appelait des gratifications indiscrètes, comme quand, devant trop d'attention, on se demande inquiet, mais qu'est-ce qu'elle me veut ou qu'est-ce qu'il me veut? Vous voyez, elle raconte ça dans un très beau texte qui s'appelle « Ce qui suffit », ce qui est une très belle formule. Il en faut, mais il n'en faut pas trop non plus. Ce qui suffit. Voilà. Alors comment on délibère, comment on arbitre sur ce qui suffit?
alors, pour toutes ces raisons, hein, et certainement c'est vrai pour toutes les activités, mais c'est vrai beaucoup plus encore pour le travail de soins, ce travail implique, pour être compris, d'être entendu, raconté plutôt qu'observé. Notamment, parce que l'observation peut donner parfois l'impression d'une inaction. Et on l'entend d'ailleurs souvent, hein, on dit « elles ne font rien ». Alors, je le dis au féminin, on pourra revenir sur pourquoi l'usage de ce féminin pour parler des soignantes de proximité, hein, mais je vais citer un ami et collègue, hein, qui est le médecin gériatre Alain Smag, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de care, et qui dit « Ce travail encourt toujours le risque d'être remis en cause par les financeurs qui pensent que les soignants ne font pas grand-chose. » Alors vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre où on se trouve, dans la mesure où ils ne font qu'accueillir, écouter, aider, accompagner, soutenir, prendre soin des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et de leurs aidants familiaux, sans objectif clairement thérapeutique ou réadaptatif, bref, sans guère de mesures objectives possibles de toute cette activité, et encore moins de son efficacité. Voilà. Alors, cette démesure du care, hein, c'est une expression que je reprends à une sociologue suisse qui s'appelle Marianne Modak. Hein. Elle parle de la démesure du care, hein, c'est-à-dire ce care qui serait toujours à la fois invisible et en excès par rapport au dispositif de mesure. Cette démesure pose un problème particulièrement accentué, en tout cas en France, en raison de la conception assez désastreuse, il faut bien le dire, hein, de la professionnalisation du soin, qui, de façon aiguë, est souvent calquée, je ne dis pas ça contre les médecins, hein, sur une médicalisation de l'attention. Alors, comme le faisait remarquer Marie-Odile Muller, qui réalise actuellement une thèse sur la banalisation de la mort dans les EHPAD, et qui donc s'intéresse aussi à la vie qu'on y mène, elle dit on ne parle plus de repas ou de goûter, mais de nutrition. On ne fait plus des toilettes ou des animations, mais des traitements non médicamenteux. Toute une dimension de la vie ordinaire dans les lieux de vie est rationalisée et justement vidée de la vie. On parlera aussi de trousse de bientraitance, dans laquelle on trouve une série de préconisations comme frapper à la porte avant d'entrer, etc. Alors, ça, c'est une certaine grammaire. Hein. C'est une grammaire qui s'est développée dans le management des soins. Et je dirais que ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce développement de la perspective du care, hein, donc un mot qu'on a choisi de ne pas traduire parce qu'il n'y a pas de traduction qui soit parfaitement adéquate, mais qu'on peut reformuler en termes de souci des autres, en termes d'attention, en termes d'un soin, mais un soin, vous voyez, qui n'est pas nécessairement comment dire, clivé du médical, mais par le terme de care, ce qu'on cherche à décrire, ce n'est pas la partie technique et curative du soin. Alors, ce care répond, lui, à une autre grammaire, qui n'est pas celle de la mesure ou de l'aseptisation d'une certaine façon, hein, mais c'est celle de je dirais, d'une narrativité perplexe. Quand on s'occupe de personnes singulières avec des besoins singuliers, et nous sommes tous des personnes singulières avec des besoins singuliers, est-ce qu'on est toujours sûr d'avoir fait bien, d'avoir bien agi dans l'intérêt de l'autre, etc. Il y a dans le travail du care une individualisation des prestations qui conteste l'idée d'une normalisation de l'activité. Il y a cette tension, hein. Chaque situation est singulière, avec des trouvailles, des solutions non reproductibles. Et donc, si on ne le raconte pas, tout se passe comme si le travail de care ne s'était pas produit parce qu'il est discret et parce qu'il n'est pas reproductible. Si on ne le raconte pas, les dilemmes moraux qui sont constitutifs des décisions qui ont été prises n'apparaissent pas. Nous avons donc besoin, pour entendre la tonalité ou la voix du care, d'espace, y compris académique, hein, de ce que j'appelle une polyglossie. Le care ne se dit pas seulement dans une voix différente, hein, pour reprendre l'expression de Carol Gilligan, mais les
pourvoyeuses ou les travailleuses du care, et en particulier les soignantes de proximité qui m'intéressent tout particulièrement dans cette intervention, parlent un langage qui est un langage différent du langage de la gestion ou du langage d'autres intervenants dans le champ de la santé. Et ce qu'elles font, et ce qu'elles disent, et de ce qu'elles font, est souvent rendu inaudible du fait qu'elles ont une moindre légitimité dans le champ discursif. Alors pourquoi elles ont une moindre légitimité? Parce qu'elles sont peu qualifiées, hein, les soignantes de proximité, et ou aussi parce que en particulier en région parisienne, en particulier dans certains secteurs comme les EHPAD, elles sont migrantes, primo-arrivantes, hein, ou issues de l'immigration. Et ça n'aide pas beaucoup dans une société comme la nôtre à être entendues. Alors je me suis dit que pour que vous puissiez entendre cette musique particulière des récits du Caire, je pouvais en choisir un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est un récit maintes fois raconté par un homme et un soignant qualifié. C'est-à-dire, je prends les choses à l'envers, hein, un médecin en l'occurrence, qui s'appelait Jean Houry et qui était le directeur d'une clinique psychiatrique très célèbre, qui existe toujours d'ailleurs, qui est la clinique de la Borde. Et donc je vais vous raconter cette histoire en m'appuyant sur une version retranscrite de mars 2012, sachant que cette histoire, il l'a contée maintes et maintes fois. Alors il dit la chose suivante, donc ça va vous faire un peu bizarre parce que Jean Houry parle par ma voix. Donc, moi, c'est à partir de là, ce n'est plus moi qui parle. Il dit: il y a une quantité d'histoires. Je peux raconter encore une histoire et puis c'est tout. C'était en 50. Un médecin généraliste qui m'appelle. On est très embêtés dans mon village. Il y a la bouchère, pas la femme du boucher, la vieille bouchère. Elle est complètement folle. Elle est dans une fureur épouvantable et elle a un couteau. On ne sait pas quoi faire. Elle est dans l'arrière-boutique de la boucherie. On va peut-être appeler les flics, les gendarmes. Est-ce que vous pourriez venir? Donc, il fait une espèce de mimique de perplexité anxieuse et puis il continue, il dit: il y avait une très grande table dans l'arrière-boutique pour étaler les feuilles de boucher. Ça s'étale comme ça, il mime le geste. Et puis elle parlait. Elle était excitée, dans un état de fureur. Et elle disait: je n'irai pas. Et s'il vient, elle parlait du diable, de Méphisto, parce qu'elle avait entendu de façon hallucinatoire que Méphisto allait rentrer dans l'arrière-boutique, la prendre de force et la mettre à poil dans une charrette pour la transporter dans le village. Bon, je dis, ça sert à rien, on ne va pas lui sauter dessus non plus. Hein. Et puis, d'un seul coup, je lui dis, je me suis approchée d'elle et j'ai dit, donc là, il fait une voix très forte, je suis Méphisto. Elle a posé son couteau. J'ai dit, si vous me suivez, je ne vous mettrai pas dans une charrette, je ne vous mettrai pas toute nue. Prenez vos habits, votre valise, vous montez dans ma voiture et je vous promets que je ne vous mettrai pas à poil dans le village. Elle s'est levée, elle a pris sa valise, elle est venue. J'étais Méphisto, quoi. Méphisto au volant de la voiture. Elle était subconfusionnelle, c'était en 55, elle était diabétique en plus. Et alors là, il prend une espèce de voix très suave et il dit « Ce qui marche bien, c'est de faire un électrochoc tout de suite, et puis ça s'éclaircit. » En arrivant, je la mets dans une chambre, je lui fais un choc, j'avais tout le temps, et puis elle a bien dormi. Et le lendemain matin, elle était très claire. Elle était sortie de cette espèce de confusion, et elle m'a dit « Grande ficelle, va !» Voilà, ça c'est l'histoire. Alors, c'est seulement en visionnant l'archive, on l'avait filmé après la mort de Jean Houry, j'ai revu cette archive pour travailler sur un article, et c'est là que je me suis rendu compte, on était tous les deux en fait à la tribune, et il a raconté cette histoire en créant une espèce de petite scène, c'est-à-dire comme s'il me racontait à moi cette histoire, et je me suis dit mais c'est incroyable, il me parle comme une infirmière parle à une infirmière.
Et on ne se croirait pas du tout dans un amphithéâtre universitaire, on se croirait dans une pause café, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur les pauses café, sur les histoires qui se racontent dans les pauses café, mais je me suis dit, mais finalement, cette histoire, elle a vraiment la structure d'une histoire de pause café. Alors on dit souvent de ce genre de récits, ce sont des anecdotes. Vous entendrez souvent cette expression, hein, ce sont des anecdotes. Hein. Donc elles font rien, et en plus elles ne disent rien d'intéressant, hein, comprendre, rien de professionnel, hein, ce ne sont que des anecdotes. Alors, voilà, mais cette façon hein, d'utiliser le terme anecdotique hein, pour renvoyer finalement ce qui est la transmission du métier dans le domaine de ce qui compte pas, c'est problématique puisque ce que je voudrais défendre ici ce soir, c'est que ces petites histoires, finalement, elles sont le lieu même où se transmet à la fois les questions morales soulevées par l'exercice du métier et puis ce qu'on pourrait appeler une éthique du soin. Alors, j'essaye d'avancer un petit peu. Non, attendez. Alors, ça, voilà. Alors, vous voyez, ces histoires, c'est un ensemble d'histoires. Hein. Oury disait qu'il y en a quantité. Et la question, évidemment, de la quantité compte. Hein. Cet ensemble d'histoires construit, finalement, jour après jour, l'odyssée d'une forme d'intelligence très particulière, hein, qui est l'intelligence au travail, ce qu'on appelle aussi la métisse, l'intelligence rusée des Grecs anciens, hein, qui avait été remis au goût du jour par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, qui est l'intelligence du renard, l'intelligence d'Ulysse hein, dans l'Odyssée, hein, c'est-à-dire cette intelligence courbe, c'est l'intelligence de Méphisto. C'est pour ça que l'histoire est particulièrement significative de ce point de vue-là. Et c'est surtout une intelligence enracinée dans la corporéité, ce corps sensible, modifié et singularisé par l'expérience du travail. Et puis, il y a un élément central qui est l'autodérision. Alors ça, peut-être, je vous en parlerai un petit peu plus loin pour insister plutôt sur ce que nous dit cette histoire de la vieille bouchère, ou un jeune psychiatre, puisque en fait c'est le vieux Oury qui compte, mais c'est le jeune Oury qui fait Méphisto. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le récit d'un jeune psychiatre inexpérimenté qui n'est pas encore tout à fait sûr de lui, et il se demande bien comment il va faire pour s'en sortir avec cette vieille dame complètement agitée, armée d'un grand couteau, dans un endroit qui n'est pas un service de psychiatrie, mais l'arrière-boutique d'une boucherie, et comment faire pour qu'elle sorte de là le moins humiliée possible, sans qu'on ait besoin de faire venir les gendarmes, de se précipiter à plusieurs sur elle, etc. Et donc c'est à ce moment-là hein, qu'il a cette idée complètement en dehors des règles de ce qu'il faut faire, hein, des règles de ce qu'on lui a appris certainement à faire en psychiatrie. Hein, règle 1, on n'entre pas dans le délire d'un patient. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « je suis Méphisto ». Et ça marche. C'est-à-dire que quelque chose, vous parliez, hein, pas les mêmes cultures, pas les mêmes mondes, etc. Quelque chose de la rencontre se passe. Voilà. Et donc, ce qui est très joli
dans l'histoire, c'est que vous voyez bien que le moyen pour parvenir au but est peut-être ambigu, il est discutable, il est contourné, n'empêche, il l'a soigné. Et c'est ce que transmet alors in extremis cette histoire qui relève d'une éthique, elle aussi, rusée. C'est-à-dire que c'est jamais en parlant d'éthique que ces histoires-là transmettent de l'éthique. Le mot n'est évidemment jamais utilisé, et c'est pas comme ça que ça marche. Mais n'empêche qu'il l'a soigné, et n'empêche qu'elle l'a suivi tout en n'étant pas dupe, parce que évidemment quand elle lui dit grande ficelle, on comprend bien qu'elle n'a jamais complètement cru évidemment qu'il était Méphisto. Mais vous savez bien que entre ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, voilà. Alors évidemment, quelqu'un me faisait remarquer un jour que quand j'emploie le mot éthique, il n'a pas le même sens que dans comité d'éthique, c'est clair. C'est pas, voilà. Il y a une polysémie et j'assume que c'est pas le même sens. Ce que je mettrais au centre de l'éthique du Caire, c'est ce qu'une philosophe qui s'appelle Sandra Logier appelle l'importance de l'importance. Alors, l'importance de l'importance, c'est cette idée que les gens sont tous capables de vous dire ce qui, dans leur activité quotidienne, dans leur vie, dans leur travail, est important. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui compte? C'est une entrée très, très directe sur les questions d'éthique au travail, parce que tout n'a pas l'importance de l'importance. Les gens, par exemple, en système néolibéral, peuvent dire ah oui, mais tu vois, pour réussir à faire mon chiffre, c'est important que j'arrive à raconter des bobards aux clients, parce que si je n'arrive pas à les rouler dans la farine, je ne vendrai pas suffisamment de contrats et je n'obtiendrai pas gain de cause. Enfin, je ne gagnerai pas d'argent suffisamment. Ils peuvent utiliser le mot important dans ce contexte-là, mais ça n'aura jamais le sens de l'importance de l'importance. L'importance de l'importance, c'est vraiment, ça renvoie vraiment à ce qui compte pour les gens. Voilà. Donc, alors par exemple, soigner, respecter les gens, ne pas les insulter, ne pas les offenser, etc. Tout ça peut avoir le caractère de l'importance de l'importance. Je voudrais passer à une idée suivante qui rend, alors qu'on n'entend pas du tout dans l'histoire que je viens de vous raconter, mais qui rend souvent les récits du Caire inaudibles et sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que très souvent, les soignants et les soignantes de proximité, ceux qui sont vraiment en relation directe avec les besoins des autres, décrivent leur engagement dans leur activité en utilisant des références à la famille. Alors, je voulais vous parler de ça parce que c'est souvent très, très mal vu, parce qu'on dit oh, mais on ne peut pas parler comme ça, c'est pas professionnel. Par exemple, une assistante sociale parlant de sa cliente, c'est justement dans un article de Marianne Modak, va dire « Je ne la considère pas comme ma fille, mais j'ai les mêmes messages avec elle qu'avec ma fille. Je ne lui en dirai pas moins que j'en dis à ma fille, ou pas plus. C'est ça que j'entends par « comme ma fille ». Parce que j'ai l'âge d'être sa mère, et donc je me permets de lui dire des choses que je me permets de dire à ma fille. Et en effet, c'est une difficulté qui est bien relevée, notamment donc, par cette chercheuse Marianne Modak, quand on cherche
à comprendre le travail de care et à le valoriser comme travail, on se heurte à ce qu'une partie importante de ce travail est souvent exprimée dans ce que j'appellerais l'idiome de la famille, hein, ou le langage de la famille. Une aide-soignante dira par exemple à propos d'une personne âgée « je m'en occupe comme de ma mère ». Ou une employée domestique donnera sa démission en disant « il ne me considérait pas comme faisant partie de la famille ». Ces propos sont généralement considérés comme non professionnels, c'est-à-dire que exprimer une analogie entre une cliente ou une patiente et un membre de la famille, c'est souvent considéré comme un manque de distance, ou encore sont dépolitisés. On dira elle fait une confusion entre les rapports sociaux de travail et les relations affectives. Donc, d'une certaine manière, on va avoir tendance à considérer, quand les travailleuses ou les travailleurs s'expriment en ces termes, qu'elles ne savent pas ce qu'elles disent ou qu'elles mélangent tout. Et on dira très fréquemment, c'est pas professionnel. Alors, ainsi que le souligne Sandra Logier, dont je parlais précédemment, il existe en fait un déficit sémantique pour nommer les expériences du care. Donc, on manque de mots pour nommer ces relations, ces formes d'attention, ce souci. On n'a pas un vocabulaire extrêmement en fait étendu. Et donc, il faut, au lieu de condamner, de mon point de vue, l'usage que les gens font de certains mots du langage ordinaire, essayer de comprendre l'usage que les gens font, par exemple, du mot famille. La famille et les liens familiaux ne renvoient pas ici à des pratiques réelles, mais à une vision normative de la famille, à ce que la famille devrait être. Alors, pourquoi ce recours à la famille comme idéal du care? Est-ce que c'est une vision creuse ou naïve? La famille devrait être le lieu privilégié du care. Famille veut dire ici souci personnalisé, protection des plus vulnérables, responsabilité relationnelle, non pas dans l'absolu, hein, dans un caractère totalement abstrait, mais vis-à-vis de la personne proche. C'est bien un idiome, c'est bien comme ça qu'il faut l'entendre, hein, qui est compréhensible par tout le monde dans le monde ordinaire, et qui prend le relais là où le discours savant, le discours gestionnaire, le discours médical ou parfois le discours technocratique ne propose que des abstractions ou des généralités. Je ne crois pas hein, que les travailleuses du care, par différence avec certains philosophes de la morale, hein, notamment, méconnaissent les injustices de la famille. Elles savent très bien que la famille n'est pas un lieu plus moral que les autres. Elles sont même, les travailleuses sociales, particulièrement bien placées, par exemple, pour le savoir. Mais quand elles mobilisent des analogies avec la famille, elles mobilisent un idiome plus accessible et plus simple, plus direct, en faisant référence aux relations familiales telles qu'elles devraient être. Je m'en occupe comme de ma mère. Pour les aides-soignantes en gériatrie, c'est le pendant d'une formule très souvent entendue où elles disent, s'adressant à nous, aide-soignante migrante s'adressant désignant les Français, on va dire, où elles disent « Heureusement qu'on est là pour s'occuper de vos vieux ». Alors ça, si vous ne l'avez jamais entendu, c'est extrêmement récurrent. Hein. Heureusement qu'on est là pour s'occuper de vos enfants. Et donc, quand elle dit ça, ça renvoie bien à une réalité aussi, hein, une réalité de ce que ne devrait pas être la famille, c'est-à-dire une famille qui laisse de côté, qui laisse tomber, voilà. Voilà. Donc, un langage plus technique, pas seulement au sens gestionnaire d'ailleurs, hein, mais aussi au sens, par exemple, en termes psychanalytiques, ferait obstacle à la capacité de mettre cette expérience du care en récit, c'est-à-dire de véritablement transmettre ce que c'est que l'expérience de se soucier de quelqu'un. Or, l'expérience de se soucier de quelqu'un, finalement, ce qui sert de modèle, c'est les relations de proximité, c'est les relations familiales. Quand quelqu'un dit
je m'en occupe comme de ma mère, elle pourrait rajouter « tu vois ce que je veux dire ». On pourrait tout à fait inventer d'autres formes de vie, hein, d'autres manières de parler, qui occulteraient moins ces dimensions de proximité et inventer des formes sémantiques plus appropriées pour parler de ce travail de soin. Mais pour ça, il faudrait peut-être ne pas systématiquement disqualifier la parole des soignants. Donc, il me reste 5 minutes, même pas. Donc, je vais passer très rapidement sur un dernier point. Pendant des années, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur gériatrique. Pendant des années, les aides-soignantes, les soignantes de proximité, ASH y compris, etc., m'ont dit pour tenir au travail, il faut aimer les patients. Alors, pendant des années, j'ai entendu tout à fait ce qu'elle me disait et je n'en ai, pour ainsi dire, jamais tenu compte dans mes propres formes de théorisation. J'ai parlé de compassion, hein, de sensibilité à la souffrance d'autrui, j'ai parlé de care largement, mais d'amour, jamais. Pourquoi? Mais parce que moi aussi, j'étais prise dans cette difficulté hein, qui est que l'amour, c'est pas professionnel, que l'amour, c'est le contraire du travail et que moi, j'ai passé toute ma carrière à essayer de montrer que ce qu'elles faisaient, c'était du travail, que ce n'était pas leur être, que ce n'est pas parce qu'elles étaient bonnes et gentilles et je ne sais quoi, hein, qu'elles s'occupaient bien des gens, hein, qu'il fallait des conditions sociales, que la capacité à se soucier des autres n'était pas une capacité individuelle et ce n'était même pas tellement une capacité psychologique, mais que c'était une capacité collective et qu'il fallait des conditions collectives pour qu'on puisse s'occuper bien des gens. Voilà. Donc du coup... ouais, mais vous savez, il faut aimer les personnes âgées. Mais moi, j'aime les personnes âgées. Il faut aimer les personnes âgées pour tenir au travail, etc. Je trouvais ça assez, disons, assez dérangeant. Et puis, à un moment donné, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier bouquin, dans le travail du care, j'ai mis en parallèle, j'en avais marre d'entendre toujours disqualifier, au nom de principes éthiques supérieurs, la parole des aides-soignantes. J'en avais marre qu'on dise qu'elles n'avaient jamais la bonne distance, elles étaient toujours soit trop près, soit trop loin, ça n'allait jamais, etc. Enfin, j'en avais marre de cette espèce de discours péjoratif perpétuellement reconduit sur le travail des soignants de proximité. C'est cette forme de psychologie péjorative quand même hein, qui disait que si ça marchait mal, c'était quand même, elles n'étaient jamais tout à fait comme il fallait. Et donc du coup, j'ai comparé ce qu'elle racontait elle avec ce que racontent les philosophes du care, qui sont des femmes aussi, mais des femmes très qualifiées, des femmes philosophes, et qui, elles, parlent abondamment de l'amour. Et je me suis dit, mais après tout, si Martha Nussbaum ou Iris Murdoch parlent de l'amour, mais pourquoi je ne laisserai pas les aides-soignantes parler d'amour dans mes livres? Pourquoi elles n'auraient pas le droit, elles aussi, de porter cette parole-là? Et donc, au fond, si vous voulez, on revient à ce qu'on disait sur ce déficit sémantique. On n'a pas 36 000 mots disponibles hein, pour nommer ce qui vient colorer affectivement et éthiquement la relation avec autrui. Et je terminerai là-dessus parce que j'ai été beaucoup trop longue. Moi, je ne dis pas qu'elles aiment les malades. Tout mon travail a montré que les sentiments qu'on éprouve dans la relation de soins sont des sentiments qui sont marqués d'ambivalence, comme dans n'importe quelle relation, avec juste un peu plus d'intensité, parce qu'on est dans des situations avec des gens qui sont parfois très dépendants et très difficiles. Voilà. Donc je ne dis pas qu'elles aiment. Et là, je vous prie de faire bien attention, parce qu'en général, tout le monde zappe cette partie de mon argumentation. Je dis qu'elles le disent.
qu'est-ce qu'elles veulent dire. Voilà. Elles le disent, qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est une porte d'entrée pour entrer dans leur expérience. Et si on referme cette porte sous prétexte que parler d'amour, ça serait interdit parce que c'est pas avoir la bonne distance, eh bien, on se prive de la possibilité d'entendre un peu plus loin et de les aider, évidemment, à expliciter ce qu'elles pourraient avoir à dire de leur expérience du travail et de l'éthique du care. Voilà. Donc, je suis désolée, j'étais un peu décousue et pas aussi rigoureuse que je l'aurais souhaité, mais ça vous donne un peu une idée de la manière dont, à partir de la perspective du care, on essaye d'interroger l'éthique en partant d'expériences qui sont des expériences de soins, mais des expériences de soins souvent privées de voix, VOX, puisque c'est vrai que on dit parfois que l'éthique du care, ça a été défini aussi comme une voix différente en morale. C'est ce que Carol Gilligan a voulu faire, faire entendre une voix différente en morale. Une voix qui est peu entendue, une voix qui est souvent la voix de femmes subalternes, la voix de femmes racisées aussi, venant des pays, des ex-colonies françaises, etc. Voilà, ce n'est pas des femmes qui ne parlent pas, c'est des femmes qui parlent beaucoup, mais c'est des femmes qu'on n'entend certainement pas suffisamment dans le concert des voix quand on veut parler d'éthique. Voilà, donc, et en particulier parce que très vite se referme cette possibilité d'utiliser leurs mots, leur langage, qui leur permettrait de faire comprendre leur expérience, de la désindividualiser et d'en faire un savoir pratique et éthique plus largement disponible. Voilà, je m'arrêterai là-dessus.